Amis expatriés, bonjour, c'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet comme souvent sur l'éducation. Et aujourd'hui, on va parler éducation maternelle, primaire, collège, même lycée. Donc, on va parler de vos petits à moyens enfants et on va parler école internationale. Mais quand je vous dis école internationale, aujourd'hui, on va parler d'une école réellement internationale. Alors là, je vous imagine, vous dites, ouais, il y a plein d'écoles internationales. Qu'est-ce que c'est qu'une école réellement internationale? Ben, c'est ce que je vais vous présenter maintenant, avec une école qui peut-être va vous surprendre, peut-être aura un côté un peu poil à gratter pour certains. Je pense qu'on ne cherche pas le consensus aujourd'hui. Ça va complètement fitter avec certains d'entre vous, d'autres, ce ne sera pas forcément votre modèle. Moi, personnellement, j'adhère beaucoup et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Emmanuel Fayad. Emmanuel, bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur, manager, vous allez voir ça, de Open Sky International, qui est non plus maintenant une école, mais un groupe d'écoles réellement international. Alors, Emmanuel, avant de voir ce que ça veut dire, ça exactement, déjà, est-ce que vous nous raconteriez la genèse de l'école? C'est une école qui n'est pas très ancienne. Comment est venue l'idée? Comment ça s'est développé? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, l'école a été créée par mon épouse Rose, qui est la pédagogue du couple, qui est à la base une enseignante d'anglais. Ne me demandez pas où elle a trouvé l'idée de créer une école internationale, je n'ai toujours pas compris, mais c'était une idée géniale euh, qui a été lancée au début en 2012. À l'été 2012, septembre 2012, Rose a commencé avec deux ou trois élèves. Là, on est à Paris, en Boulogne, On est à plus Boulogne. précisément. Aujourd'hui, on a à peu près 200 élèves sur Boulogne. Donc, Rose a donc lancé l'école avec deux, trois élèves en septembre 2012. Pendant 3, 4 ans, l'école, je dirais, a un peu cherché ses marques. Était une école maternelle, a commencé le primaire et a commencé son approche bilingue. Et moi, j'ai rejoint le projet fin 2015 pour reprendre une expression que vous avez eue tout à l'heure, je me suis rendu compte que Rose avait créé une pépite, qu'il fallait en faire une grosse pépite à destination des familles françaises et internationales. Parce que la vision de votre épouse au départ, c'était déjà une école internationale, mais il y avait déjà une vision d'une pédagogie un peu différente. C'était une vision d'une pédagogie réellement bilingue, ce que j'appelle réellement bilingue, puisqu'il y a beaucoup d'écoles qui se disent bilingues, et pour nous, une école réellement bilingue est une école dont l'enseignement est équilibré entre les deux langues. Mhm. La plupart, en tout cas sur l'Île-de-France, des écoles qui se disent bilingues sont soit essentiellement francophones avec 5, 6, 7 heures d'anglais, soit inversement essentiellement anglophones avec 4, 5, 6, 7 heures de français, ce qui fait que les enfants, en fait, ne peuvent pas, avec ce type de scolarité, vraiment maîtriser à l'oral et à l'écrit les deux langues. Euh, une école bilingue, pour nous, c'est 50% français, 50% anglais. D'accord. Donc, une école bilingue qui s'adresse aux enfants français comme internationaux à Boulogne. Euh, et qui, alors, vous avez commencé avec la maternelle, et puis alors, aujourd'hui, 200 enfants, j'imagine que ce n'est pas que en maternelle. Non, nous avons commencé avec la maternelle, après nous avons ouvert le primaire, nous avons ouvert le collège. Donc là, en septembre 2022, en 2021, pardon, nous aurons terminé le cycle du collège puisque nous aurons la classe de troisième, en plus de sixième, cinquième, quatrième. Donc nous nous adressons, je dirais, à toutes les familles qui recherchent un enseignement bilingue et de très haut niveau académique, qui est le deuxième point, qui est vraiment une des bases de notre projet. C'est que nous pensons que tous les enfants ont des capacités et que le rôle d'une école, c'est de donner aux enfants les outils pour utiliser au mieux leurs capacités. Et notre approche a été de chercher dans le monde
ce qui se faisait de mieux dans les différentes matières. Pour prendre un exemple, en mathématiques, au primaire, nous prenons les mathématiques de Singapour en anglais. Ceux qui connaissent l'éducation savent que dans le cycle du primaire, l'enseignant des mathématiques singapourien est celui le plus efficace et le plus haut niveau. Mhm. Et ça, pour nous, expatriés, c'est quelque chose avec lequel on est assez familier, l'idée qu'il y a des spécialités euh, selon les matières par nationalité. Donc, les maths, c'est Singapour. L'anglais, L'anglais, c'est l'Angleterre. d'accord. Je dirais, et j'ai dit Angleterre volontairement, parce que si vous prenez le Royaume-Uni, vous avez quatre approches académiques qui diffèrent un peu. L'anglaise, le Welsh, donc le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Écosse, puisque ces quatre nations, d'un point de vue éducatif, pardon, sont autonomes. Donc, nous avons pris pour l'enseignement de l'anglais le choix de l'Angleterre, que nous avons encore poussé dans ses limites et je dirais on a dépassé les limites. Encore une fois, nous pensons que les enfants ont tous des capacités et que le rôle, c'est vraiment de les utiliser le mieux possible. Et alors, est-ce que vous pourriez me définir un peu cette notion d'excellence? Ça veut dire, on fait plus de programmes que ce que vont faire des enfants dans un cursus français? On fait les choses plus tôt? On voit vraiment autre chose? C'est un peu des trois. On fait les choses plus tôt. Par exemple, chez nous, l'apprentissage de l'écriture débute en moyenne section, donc à l'âge de 4 ans, sur la base d'une méthode anglaise, en l'occurrence, puisque dans les bonnes écoles en Angleterre, les enfants apprennent à lire et à écrire dès la classe de reception, qui est l'équivalent de notre moyenne section. Euh, En grande section, les enfants commencent l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en français, ce qui fait qu'en fin de grande section, ils sont capables de lire et d'écrire dans les deux langues des textes de 10 à 15 lignes. D'accord. Donc là, on a une idée assez concrète de ce que donne l'excellence. Enfin, euh, être précoce, c'est pas forcément être excellent, mais en tout cas, c'est un signe du fait qu'on avance vite, quoi. On pousse les enfants. Alors, la précocité, dans l'éducation, on y fait très attention, parce que la précocité pour un enfant, ça veut dire qu'il a des capacités intellectuelles pures, je dirais, supérieures à la moyenne. Si on prend un chiffre, même si je n'aime pas trop ça, c'est en France, un précoce à partir d'un test de QI de 130. Ouais. Ce qui ne veut rien dire, parce que vous avez 4 ou 5 critères dans ce fameux WISC, et vous pouvez avoir des enfants qui sont très forts sur un des critères et totalement ramassent sur d'autres. Donc, ce qui est important, c'est finalement, c'est l'équilibre de l'enfant. Après, s'il a des capacités intellectuelles supérieures, tant mieux. Non, mais ce que je ne pensais pas à précocité intellectuelle, je pensais à la précocité des apprentissages, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire beaucoup plus tôt parfois que dans le système classique, pour tous les enfants d'ailleurs. Système classique français, parce que si vous voulez, système classique français comme système classique anglais, comme système chinois, ça ne veut rien dire. Chaque pays a ses spécificités. On est l'Allemagne, par exemple, en Allemagne ou dans les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, ils commencent la lecture et l'écriture à 7 ans. En France, on a fait le choix de commencer à 6 ans. En Grande-Bretagne, c'est 4 ans. C'est historique, c'est culturel, c'est comme ça. Il n'y a pas de dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas dire tel système est meilleur que l'autre de ce point de vue très précis. Nous pensons qu'à partir du moment où un enfant a la capacité d'apprendre quelque chose, notre mission, c'est de lui enseigner. Donc oui, par rapport au système français, nous sommes précoces, puisque nous sommes 2 ans en avance. Par rapport à l'éducation nationale, notre programme est 2 ans en avance. Moi, je me souviens, pour l'anecdote, d'une inspection qu'on a eue de l'inspecteur d'académie il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, qui regardait notre programme de CM1 et me disait, attendez, ce que vous faites en CM1, on fait en 5e dans le système français. J'ai répondu, c'était juste un cri du cœur, et je lui ai dit, c'est bien là le problème. Bon, on ne va pas rentrer dans une polémique. Mais sans polémique, oui, on est précoce par rapport au système français. Mais par rapport au système de Singapour, on n'est pas précoce. Je dirais en termes de niveau académique, notre enseignement se compare aux écoles d'Asie, Singapour, Chine, Corée du Sud. Un point primordial différent,
sans le stress, avec un Ouais. épanouissement de l'enfant. Voilà, et ça c'est votre troisième point. Donc on a vu bilinguisme réel, équilibré, et excellence, et donc troisième pilier, l'épanouissement de l'enfant. Chez vous, ça veut dire quoi? Euh, Déjà, nous sommes une école familiale, comme vous l'avez compris. Même si on devient un groupe, ça restera, je dirais, l'ADN du groupe, puisque le groupe appartient à mon épouse et moi, et ce côté familial est vraiment la base. Et pour nous, nos élèves sont un peu comme si c'était nos enfants, et je n'imagine pas un seul quart de seconde que nos enfants ne soient pas heureux. Donc, si vous voulez, vous pouvez avoir une super ambiance dans l'école et travailler. Donc, l'épanouissement de l'enfant, si vous regardez les vidéos qui sont sur notre site, par exemple, les témoignages des parents, tous les parents disent la même chose. Si vous venez dans l'école, on a des parents qui visitent l'école toutes les semaines, ils voient qu'il y a une super ambiance, tout le monde a le sourire, on rigole et on travaille. Je recommande les vidéos sur le site d'Open Sky International, les vidéos témoignages des parents euh, permettent de bien comprendre la pédagogie et l'ambiance qui peut régner dans l'école. Donc, épanouissement de l'enfant, ça passe par des classes de quelle taille à peu près? Alors, au primaire, nous ne dépassons pas 18 élèves par classe. Au collège, la limite est à 20. En maternelle, il y en a un peu plus. En petite section, ils sont jusque 22, mais avec 3 adultes dans la classe. Euh, Sachant que chez nous, d'un point de vue académique, le primaire commence en grande section. Pour des raisons que vous avez, je pense, comprises. Donc, grosso modo, ce sont des classes de taille relativement restreinte, puisqu'on ne dépasse pas 18 ou 20 élèves. Et avec beaucoup d'accompagnement. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'était votre troisième pilier, m'aviez-vous dit. Et après, vous disiez international, qui n'est pas la même chose que bilingue, évidemment. Non, ce sont deux choses différentes. Euh, L'international fait partie de notre culture, de notre ADN. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des contextes internationaux, j'ai une double nationalité, mon épouse aussi. Et au final, nos enfants sont en un quart de sang français. Donc là, je dirais, et là, sans mauvais jeu de mots, l'international fait partie de notre ADN. Et tout en ayant une culture française forte, aujourd'hui, on ne peut pas rester dans une culture monopays. Le monde est ouvert et il faut être ouvert à d'autres cultures, à d'autres approches. Donc, on a aujourd'hui plus de 40 nationalités dans l'école, au niveau des élèves. Au niveau du staff, on a une quinzaine de nationalités. Et ce qui est vraiment important dans notre approche internationale, c'est il n'y a, il y a pas une culture qui prévaut sur les autres. Euh, c'est plutôt ça notre vision de l'international. Nous ne sommes pas une école internationale britannique, par exemple, ou une école internationale américaine, ou une école internationale française. Nous sommes une école internationale qui enseigne en français et en anglais. Voilà, et c'est là que je disais, c'est vraiment différent de la plupart des approches qu'on rencontre d'habitude. Et que tout le monde ne va pas s'y retrouver probablement, mais que pour ceux qui ont beaucoup bougé, pour ceux qui voient le challenge de faire grandir des enfants dans un monde international, c'est une approche qui peut être extrêmement intéressante. Et en même temps, ce que j'aime bien dans votre discours, c'est que vous parlez d'excellence, on voit la précocité dans les programmes, hein, et en même temps, ça n'est pas une école élitiste. Pas du tout, parce que moi je suis issu du système très élitiste à la française, qui, dans le supérieur, est excellent. Mais pour mon épouse et moi, euh, dans ce que les anglo-saxons appellent le K-12, donc de la maternelle au lycée, l'élitisme, la sélection n'a pas de sens. Quand j'entends que certaines écoles font passer le test de QI à leurs élèves, je trouve ça juste aberrant. Euh, Parce que chaque enfant a des capacités et ce n'est pas parce que vous ne prenez que des gens qui ont des capacités entre guillemets supérieures ou qui ont des super résultats dans leurs écoles précédentes qu'ils ne vont pas réussir. Nous, par exemple, on a 30 ou 40% des élèves qui nous rejoignent chaque année qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Si nous étions en école sélective, on ne les prendrait juste pas. Mmh. Euh, et
on a mis en place une équipe, des outils, des modes d'enseignement qui font que ces élèves, au bout de quelques mois, sont capables de communiquer dans les deux langues et au bout d'une année scolaire, sont capables, au grand maximum d'une année scolaire, beaucoup moins, sont capables de rejoindre la classe entre guillemets normale et de suivre l'enseignement en anglais et en français. Et au bout de 2 ans, ils maîtrisent couramment les deux langues. Donc, un enfant qui arriverait des pays de l'Est, vous expliquiez qu'ils apprennent à lire à 7 ans. S'il arrive à 6 ans chez vous avec très peu de base, il rattrapera. On lui apprendra à lire, à écrire, on lui apprendra l'alphabet latin, si on prend un russe par exemple, qui aura été scolarisé avec un alphabet cyrillique. On lui apprendra l'alphabet latin, on lui apprendra les bases du français, de l'anglais, et puis après, il travaillera, et puis il aura le soutien total de notre équipe, des parents, parce que comme je dis souvent, c'est un travail d'équipe. Vous avez les parents qui ont un rôle important, qui est de vérifier que l'enfant, je dirais, suit bien, travaille bien, fait bien ses devoirs. L'enseignant, son rôle, c'est d'enseigner, de transmettre la connaissance. La direction de l'école, c'est de voir que tout ce monde-là travaille bien ensemble, et tout ça au service de l'enfant. C'est un vrai travail d'équipe. S'il y a un des membres de l'équipe qui joue pas le jeu ou qui joue mal, c'est l'enfant qui n'a pas les résultats qu'il devrait avoir. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans les témoignages des parents. Ils parlent beaucoup de gentillesse entre les enfants, avec les parents. On a tendance, surtout, parce que ça c'est quand même des choses qu'on trouve beaucoup dans l'enseignement français, quand on revient de l'étranger, à trouver une certaine, je vais trouver le mot adapté, mais une certaine âpreté entre les enfants. Des témoignages qui ressortent, c'est pas ce qui se passe chez Open Sky. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a jamais de dispute entre les enfants, parce que Ça, on ne croirait pas. Voilà, c'est juste la vraie vie. Non, par contre, vous avez tout à fait raison, les enfants s'entendent très bien. Nous, on a, comme beaucoup d'écoles internationales, on a des enfants qui arrivent tout au long de l'année. Bon, cette année, c'est une année un peu particulière. Donc, on en a. Hein. On a des Brésiliens et des Russes qui arrivent la semaine prochaine. Tous les parents qui viennent visiter l'école, et souvent ils disent est-ce que mon enfant peut rester une journée pour le test, etc. Et à l'issue de la journée, ils nous disent mon enfant a été super bien accueilli par les autres élèves, etc. C'est naturel chez nous. J'imagine que c'est particulièrement développé chez vous. C'est un peu le propre des écoles internationales par rapport à des écoles où les enfants ont grandi en silo sur presque une génération. C'est sûr. Bon, nous, on a des enfants qui sont là depuis 7-8 ans pour les plus anciens. Bon, ils sont très minoritaires aujourd'hui à la croissance de l'école. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas un établissement comme toutes les écoles internationales où on démarre sa scolarité en maternelle et on la termine au lycée, puisqu'on a 60% d'expatriés dans l'école ou de diplomates, enfin d'enfants d'expatriés et de diplomates. Ces gens-là, en général, restent 3, 4, 5 ans et puis après ils bougent. D'où l'accent mis sur l'intégration. D'où l'accent mis sur l'intégration, et même après ça reste. Là, j'ai reçu un mail hier d'un parent français qui est parti en Australie, qui m'a envoyé ses vœux, etc. Et il me disait que son enfant est en contact avec encore les élèves de l'école. Bon, maintenant, avec les WhatsApp, les réseaux sociaux, etc., c'est facile, mais ça montre aussi que, je dirais, il y a une vraie communauté. Merci beaucoup. On a passé pas mal de temps sur ces piliers de l'école que je rappelle, hein, bilinguisme, excellence, épanouissement de l'enfant, international et la non élitiste. Mais je pense que c'est vraiment ce qui distingue votre école des autres écoles qui peuvent exister en région parisienne et puis en Égypte et au Maroc où vous ouvrez maintenant les nouveaux campus. J'aimerais aussi qu'on parle des valeurs que vous transmettez aux enfants. Ça fait partie aussi des critères importants quand on met son enfant dans une école, donc il sort un peu du cadre, les valeurs vont être différentes. Comment est-ce que vous résumeriez les valeurs de votre école? Il y a différentes valeurs. Il y a l'ouverture, que ce soit l'ouverture aux autres, l'ouverture intellectuelle, l'inverse du dogmatisme aussi un peu, le travail. La valeur travail est une valeur très importante pour nous, parce que nous pensons que dans la vie, on peut réussir qu'en travaillant. Il faut que l'enfant le comprenne très tôt, ce qui ne veut pas dire qu'une fois qu'on met la pression, mais pour qu'il comprenne à quoi sert le travail et qu'il est indispensable.
il y a le côté respect, respect des autres, mais aussi respect des règles. Nous, il y a une chose, par exemple, nos enfants portent l'uniforme, enfin nos élèves portent l'uniforme, le staff aussi d'ailleurs, euh, et pour différentes raisons. La première, c'est pour faire partie avoir le sentiment de communauté, un peu comme dans les écoles britanniques. La deuxième, qui est importante à mes yeux, c'est pour qu'il n'y ait pas de différence ou de concurrence sur les vêtements, etc. Parce que nous avons des enfants qui viennent de milieux très différents. On a 10 ou 15% des élèves de l'école qui sont boursiers, à qui on donne des conditions financières particulières. Donc, moi, je refuse que dans certaines écoles privées, ben, je dirais, il y a la course à l'échalote, la dernière veste à la mode, etc. Euh, et il y a aussi le respect de la règle. L'uniforme, c'est la discipline. Dans la vie, dans la société en général, il y a des règles et ça se respecte. D'accord. Donc, à la fois ouverture et respect des règles. Vous me parliez de la lecture aussi, comme quelque chose de Oui, la fondamental. lecture est quelque chose de fondamental. Euh, Dès l'âge de 4 ans, les enfants apprennent à lire et à écrire chez nous. Euh, et on fait notre maximum. Dans l'immense majorité des cas, ça donne d'excellents résultats pour leur faire aimer la lecture. Ce qui est, beaucoup de parents le savent aujourd'hui, une épreuve un peu difficile avec les ordinateurs, les tablettes, etc., les jeux vidéo. On y arrive. Euh, Parce que nous pensons que la lecture, c'est la base de tout. C'est la base de la culture, c'est la base de l'histoire, c'est la base de la connaissance, c'est la base de la curiosité intellectuelle. Il n'y a pas que la lecture, bien entendu, mais c'est la base. Je crois que je vais vous envoyer mes enfants là, ça. C'était encore notre discussion hier soir au dîner. Donc, on a bien compris Je pense que là, vous commencez à mi-expat à vous faire une idée du profil de l'école. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en direct, hein. On sera très heureux d'y répondre. Euh, Si vous n'avez pas de questions encore sur les principes, sur les valeurs, sur les spécificités de l'école, je vous propose de rentrer dans des points plus pratiques. Et alors moi, j'en ai un toujours avec les écoles hors contrat. C'est un double point en fait. Qui dit hors contrat dit néanmoins contrôle de l'éducation nationale ou pas. Quels sont les garde-fous qui peuvent exister? Éternel débat, ça me fait sourire, mais excusez-moi, mais il y a la théorie, il y a la pratique. Euh, En théorie, il y a un certain nombre de garde-fous. Par exemple, sur le côté programme, toutes les écoles hors contrat sont obligées de respecter ce que l'éducation nationale appelle le socle commun. Pour nous, ce n'est pas du tout un enjeu, parce qu'on a 2 ans d'avance en termes de niveau sur l'éducation nationale. Euh, Après, en fait, bon, comme toutes les écoles hors contrat, nous sommes inspectés régulièrement, en moyenne une fois par an. Les inspections se passent toujours très bien, puisque bon, les inspecteurs voient que notre programme académique est de très haut niveau, qu'on nous respectons la règle de sécurité, que nous ne sommes pas une école religieuse ou dogmatique, que ce soit de manière religieuse ou politique ou autre. En fait, chaque école est différente. De toute manière, pour des parents qui pourraient être intéressés de mettre leur enfant chez nous, qui en fait voudraient revenir dans le système français classique Ouais, derrière, c'était la suite de ma question. chez nous, comme enfin, pour toutes les écoles hors contrat de France et de Navarre, le principe est le même. En maternelle, en primaire, vous inscrivez votre enfant dans le système français classique sans aucun problème particulier. À partir du collège et du lycée, il y a des tests qui sont organisés par le rectorat dont vous dépendez. Ils vont tester les élèves en anglais, en mathématiques et en français. Bon. Et nous, les rares élèves qui ont été dans ce cas-là, parce qu'il est rare que nos parents mettent leurs enfants dans le système français classique après, ont été pris toujours dans les meilleures écoles. Euh, et de manière générale, tous nos élèves qui partent
dirais-je, de chez nous dans une autre école française, ce qui est assez rare, ou à l'étranger. Les expatriés, ce qui est très courant, sont tous pris dans les meilleures écoles et, euh, et sans problème. Moi, j'ai une anecdote qui m'a étonné honnêtement. J'ai un parent chinois de l'école qui est maintenant à Shanghai et qui m'appelle, c'était l'été 2018 ou 2019, je ne me souviens plus. Il me dit, écoutez, monsieur Fayad, je voulais vous remercier parce que ma fille a été prise dans toutes les meilleures écoles internationales de Shanghai. Elle m'a dit que c'était facile ce qu'on fait, les tests qu'elle passait par rapport à ce qu'elle faisait à l'école. Donc, a priori, il n'y a pas de problème pour les parents qui veulent quitter chez nous. Ouais, et puis on sent bien dans ce que vous dites, moi, c'est ce qui me frappe, plus je vous entends, c'est vraiment cette dimension réellement internationale, c'est-à-dire on n'est pas euh, confronté au système de l'éducation nationale, mais vraiment au système de chacun des pays, avec leur zone d'excellence chacun, et ce benchmark que vous faites en permanence. Certains parmi vous s'y retrouveront, d'autres préféreront le confort d'écoles telles qu'ils les connaissent d'habitude. Pour ceux des parents qui entendent ces critères internationaux, moi ce que j'entends beaucoup aussi, c'est cette idée de préparer les enfants à un monde qui change. On le ressent beaucoup dans la façon dont vous parlez d'école. Ben, moi, comme je dis toujours, ce qui est le plus important, c'est l'état d'esprit. Les compétences, les connaissances, on arrive toujours à les acquérir d'une manière ou d'une autre. C'est valable pour mon personnel, enfin mes collaborateurs, c'est valable pour tout le monde. Par contre, si on n'a pas de bon état d'esprit, c'est beaucoup plus compliqué. Et changer l'état d'esprit des gens, c'est compliqué. Donc, moi, comme je dis souvent à mes enseignants, si vos élèves, quand ils partent de l'école, ils doivent acquérir deux ou trois choses, il faut qu'ils acquièrent pardon, l'amour de la lecture, une curiosité intellectuelle la valeur travail. Avec ça, on peut aller loin si cet état d'esprit, chers parents, c'est celui qui vous parle. Comment est-ce qu'on fait pour inscrire un enfant chez vous? On peut venir voir, vous disiez. Oui, nous, en fait, je dirais, nous avons des relations très proches avec les parents, avec les familles. Donc, les gens peuvent se connecter sur notre site internet. Il y a un bordereau qui est rempli, remplissable, et ils sont contactés sous 24-48 heures par notre équipe des admissions. Ils peuvent appeler, ils peuvent envoyer un mail. S'ils sont à distance, on peut faire des visites virtuelles par Zoom ou par Skype, enfin, tous les outils modernes, avec du partage d'écran sur les méthodes, les manuels, etc. S'ils sont sur la France, quand ils viennent visiter l'école, nous ne faisons que des visites individuelles parce que c'est ce qui permet je dirais, de mieux comprendre pour l'école les attentes des parents et pour les familles mieux connaître l'école. Merci beaucoup. Et puis, je vous rappelle, pour vous qui nous écoutez, sur le site de l'école, regardez les témoignages. En plus, la planète expat est quand même toute petite. Donc, je ne serais pas étonnée que l'un ou l'autre des parents qui témoignent soit le cousin d'un ami, de quelqu'un que vous connaissez et avec lequel vous pouvez prendre votre téléphone et recouper en direct. C'est toujours très rassurant pour les parents d'avoir des témoignages, non seulement sur un site, mais en plus de se rendre compte qu'ils connaissent les gens qui parlent. Et même les parents qui le souhaitent peuvent être mis en contact avec des parents actuels ou passés de l'école. On le fait systématiquement quand les parents le demandent, parce que je dirais, ce sont les meilleurs témoignages entre parents. Voilà, cette valeur témoignage est extrêmement importante pour tout. Je pense que les parents, on est tous un peu pareils. Merci beaucoup, Emmanuel Fayad, d'être venu nous présenter Open Sky International. Voilà, une école que je pense intéressante pour vous de connaître. Merci à vous, amis expats, qui nous avez suivis jusqu'au bout. Vous vous souvenez toujours, sharing is caring. Donc, si jamais vous pensez que l'une ou l'autre de vos amies peut être intéressée parce qu'elle rentre en France, parce qu'elle est au Maroc ou parce qu'elle est en Égypte, n'hésitez pas à la taguer dans le fil de cette discussion, ce qui lui permettra de voir la vidéo. Cette vidéo reste disponible pendant 1 an sur notre site et nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.